Bonsoir, ici la fée du sommeil. Ce soir, je vais vous proposer un conte en duo avec Mojun de la chaîne Les Entretiens Secrets, dont vous trouverez le lien en description. Nous allons vous conter ce soir Tassadit, la fille du charbonnier, un conte kabyle traditionnel que j'ai légèrement réécrit. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute. Tassadit, la fille du charbonnier. Dans les vastes montagnes de Kabylie vivait un humble charbonnier. C'était un homme de labeur, marqué par la rudesse de la vie, qui peinait chaque jour à subvenir aux besoins de sa famille. Il était le père de 7 filles, 7 jeunes âmes au tempérament bien distinct. Malgré les difficultés qui pesaient sur ses épaules, il s'efforçait de leur assurer un avenir, même si la pauvreté rendait chaque jour un peu plus difficile que le précédent. Dès l'aube, il quittait sa modeste demeure pour rejoindre la forêt, armé de patience et de détermination. Il passait des heures à couper du bois, à surveiller les feux de charbonnage, à lutter contre la fatigue et le froid. Chaque soir, il revenait, le visage et les mains noircies par la suie, le corps brisé par l'effort. Mais au lieu de trouver du réconfort auprès de ses filles, il n'était accueilli que par l'indifférence et les regards fuyants. Ses 6 aînées, coquettes et frivoles, semblaient avoir oublié les valeurs de modestie et de gratitude. Elle méprisait son travail harassant, trouvant honteux de voir leur père si sale et fatigué chaque soir. Plutôt que de l'aider, elle passait le plus clair de leur temps à se mirer dans des éclats de bronze polis, à tresser leurs cheveux et à discuter des parures qu'elles rêvaient de posséder. Elles aimaient jouer aux grandes dames, imitant avec maladresse les manières de la noblesse, dont elles n'avaient pourtant jamais approché les salons. Mais parmi elles, une seule faisait exception, Tassadit, la plus jeune. Contrairement à ses sœurs, elle ne jugeait pas son père sur son apparence, ni sur la rudesse de son métier. Elle voyait en lui un homme courageux, un père aimant qui se sacrifiait pour que ses enfants ne manquent de rien. Avec un cœur rempli de bienveillance, elle s'occupait des tâches ménagères, préparait les repas et veillait sur son père avec un dévouement sans faille. Malgré l'ingratitude de ses sœurs, elle ne se plaignait jamais et s'efforçait de compenser leur négligence. Mais Tassadit n'était pas seulement une fille vertueuse. Elle possédait aussi une beauté saisissante et une intelligence remarquable. Sa voix douce et mélodieuse captivait ceux qui l'écoutaient, et ses paroles, toujours empreintes de sagesse, forçaient le respect. Son esprit vif et son éloquence faisaient d'elle une jeune femme exceptionnelle. Au fil du temps, son nom se propagea bien au-delà de son village, et bientôt, on chuchota son histoire jusque dans les contrées lointaines. Finalement, sa renommée parvint aux oreilles du roi Plaisantin, un monarque fantasque et excentrique. Ce souverain, indifférent aux affaires d'État, ne vivait que pour le divertissement. Il raffolait des énigmes, des joutes verbales et des histoires savamment racontées. Sa cour était un lieu où se rassemblaient les conteurs les plus habiles, les bouffons les plus audacieux et les esprits les plus rusés. Régulièrement, il organisait des tournois où seuls les plus fins parleurs avaient une chance de briller. Lorsqu'il entendit parler des talents oratoires de Tassadit, il fut aussitôt intrigué. Une villageoise, fille d'un simple charbonnier,
capable de rivaliser avec les plus grands conteurs de son royaume. Il voulait en avoir le cœur net. Il prit donc une décision aussi soudaine qu'irrévocable. Il convoqua immédiatement le père de Tassadit à son palais. Lorsque le pauvre homme reçut l'ordre royal, il sentit un frisson glacé parcourir son échine. Connaissant la réputation fantasque et parfois cruelle du roi, il redoutait ce qui l'attendait. Était-ce une invitation ou une condamnation déguisée? Il ne le savait pas. Tremblant d'inquiétude, il rassembla son courage et prit la route du palais, le cœur serré, murmurant des prières pour que le destin lui soit favorable. Arrivé au palais, le roi fixa le charbonnier d'un regard perçant, un sourire énigmatique au coin des lèvres. Le lieu fastueux et imposant regorgeait de courtisans et de sages, tous avides de spectacles et de jeux de l'esprit. On lui avait rapporté, avec une insistance croissante, que la plus jeune fille de cet homme, une simple villageoise, possédait un don hors du commun. On disait d'elle qu'aucune énigme ne pouvait lui résister, que son esprit aiguisé comme la lame d'un sabre était capable de percer tous les mystères. Intrigué et sans doute un peu jaloux qu'un tel prodige ne vienne pas de sa propre cour, le roi décida de mettre cette réputation à l'épreuve. Le silence s'était installé dans la grande salle du trône. Seul le bruissement des étoffes précieuses et le léger crépitement des torches venaient troubler l'atmosphère solennelle. Le roi, d'un ton posé mais implacable, annonça son défi. Il parla lentement, pesant chaque mot, savourant la tension qui gagnait son auditoire. Il expliqua qu'il possédait un arbre mystérieux, un arbre aux proportions étranges et à la symbolique obscure. Il se dressait avec 12 grandes branches, et chacune de ces branches se subdivisait en 30 rameaux. Il ordonna que la jeune fille découvre la nature de cet arbre et fournisse une réponse satisfaisante. L'assemblée, captivée, attendait la suite avec impatience. Le roi ne laissa planer aucun doute sur l'issue du défi. Si la jeune fille perçait le mystère, elle serait richement récompensée et son nom résonnerait dans tout le royaume. Mais si elle échouait, le châtiment serait impitoyable. Non seulement elle périrait, mais son père, coupable de lui avoir donné naissance, subirait le même sort. Il leur accordait 1 semaine pour fournir la réponse. Pas un jour de plus. Le charbonnier sentit son souffle se couper. Il était un homme de la terre et du feu, un homme dont la vie s'écoulait dans la rudesse du travail et non dans les joutes intellectuelles. Le poids de cette épreuve s'abattit sur lui comme une enclume. Il se retira du palais, le regard fixé sur le sol pavé de marbre, le dos voûté par la lourdeur d'un destin qu'il ne contrôlait plus. Le retour jusqu'à sa modeste demeure fut long et pénible. Chaque pas semblait s'enfoncer plus profondément dans la terre. Chaque pensée s'embourbait dans la peur et l'incertitude. Il s'imaginait déjà l'expression désolée de sa fille lorsqu'elle comprendrait l'impasse dans laquelle il l'avait placée. Il ne doutait pas de son intelligence, mais le roi était un homme retors, amateur de pièges et de devinettes insidieuses. Il ne lui aurait pas tendu une énigme aisément déchiffrable. Lorsqu'il franchit le seuil de sa maison, le poids de l'angoisse se lisait sur ses traits. Tassadit, attentive et perspicace, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Son père, d'ordinaire fatigué mais calme, semblait abattu, comme si une tempête intérieure l'avait laissé exsangue. Il restait silencieux, incapable de dissimuler son trouble. Sa respiration était irrégulière et son regard
évitait celui de sa fille. Tassadit observa son père en silence un moment, cherchant à deviner l'origine de son tourment. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans sa posture, dans sa façon d'éviter son regard, et dans ce soupir qui lui échappa alors qu'il s'affaissait lentement sur un banc de bois usé. Finalement, le charbonnier se résigna à lui raconter son audience auprès du roi. Il lui raconta l'énigme, le regard fixe, comme s'il récitait une sentence déjà prononcée. Il exprima aussi son désarroi et ses doutes, persuadé que l'épreuve était insurmontable. Plus il avançait dans son récit, plus il se convainquait que la situation était désespérée. À peine eut-il fini de parler que Tassadit esquissa un léger sourire. Contrairement à son père, elle ne voyait dans cette énigme aucune difficulté insurmontable. L'évidence s'imposa à elle. L'arbre dont le roi parlait n'était autre que l'année elle-même. Les 12 branches représentaient les mois, et les 30 rameaux, les jours qui les composent. Son esprit affûté n'avait eu besoin que d'un instant pour déchiffrer l'énigme. Mais elle comprenait aussi que son père, accablé par l'émotion, ne pouvait percevoir la réponse avec la même clarté. La peur obscurcissait son jugement. Tassadit savait que les esprits trop tourmentés cherchent des complications là où la simplicité est reine. Le charbonnier, quant à lui, se débattait encore avec ses doutes. Il peinait à croire qu'une énigme imposée par le roi puisse être aussi simple. Il redoutait un piège caché, une subtilité qui lui échappait. Plus il y réfléchissait, plus la réponse lui paraissait suspecte. Il se persuada que le roi n'aurait pas pris la peine d'organiser cette mise à l'épreuve si la solution était aussi limpide. Mais Tassadit, forte de sa certitude, ne partageait pas cette inquiétude. Son raisonnement était sans faille, et elle n'éprouvait aucun doute. L'année était un cycle que chacun connaissait, un cycle dont l'image pouvait aisément se comparer à un arbre aux multiples ramifications. Il n'y avait rien de plus logique. Le charbonnier finit par céder. Il savait que l'intelligence de sa fille surpassait la sienne et qu'elle ne se trompait jamais dans ce genre d'exercice. Il décida de lui faire confiance. Il porterait cette réponse au roi, en espérant que cette intuition soit la bonne. Les jours passèrent, et l'heure fatidique approchait. À mesure que le moment de retourner au palais se rapprochait, l'inquiétude du charbonnier grandissait. L'idée de se tenir à nouveau devant le roi, de voir son regard impénétrable, le remplissait d'angoisse. Le jour tant redouté arriva enfin. Le charbonnier, le cœur battant et l'esprit assailli par l'incertitude, se présenta devant le roi. Son pas était lent, alourdi par l'angoisse, et son regard fuyait la majesté du palais. Il n'avait pas d'autre réponse que celle donnée par sa fille, et il savait que son destin et celui de Tassadit reposaient sur ces quelques mots. Lorsque la sentence tomba, elle le frappa comme un coup de tonnerre. Le roi, dans son exubérance coutumière, déclara que leur vie était épargnée, et en guise de satisfaction annonça son intention d'épouser la jeune fille à l'esprit si affûté. L'annonce fut d'abord accueillie par un silence incrédule. Le charbonnier, abasourdi, peinait à comprendre ce que cela signifiait vraiment. Une fille de condition aussi modeste pouvait-elle vraiment devenir l'épouse d'un monarque ? L'écart entre leurs statuts lui paraissait insurmontable. Et la crainte d'un caprice royal aux conséquences imprévisibles le gagnait peu à peu. Tiraillé entre le respect dû au roi et ses propres appréhensions, il exprima sa réserve soulignant l'humilité de sa fille et la modestie de leurs conditions. Mais il ne servait à rien de contester la volonté du souverain.
Celui-ci avait déjà arrêté sa décision et fixa le mariage dans un délai de 12 mois. Les noces étaient inévitables et Tassadit devait s'y préparer. Le charbonnier quitta le palais dans un état de confusion et de trouble. Et il marchait sans vraiment voir le chemin devant lui, ruminant les implications de cette soudaine annonce. Devait-il s'en réjouir ou s'en alarmer? Le roi était un homme difficile à cerner. Il pouvait se montrer généreux et magnanime un jour, puis cruel et implacable le lendemain. Rien ne garantissait que ce mariage soit un gage de prospérité ou de bonheur. Lorsqu'il arriva chez lui et fit part de la nouvelle, Tassadit accueillit l'annonce avec un mélange de surprise et de réflexion. Elle comprit rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un simple honneur, mais d'une responsabilité à prendre au sérieux. Loin de céder à la panique ou à l'excitation, elle se mit en tête de s'y préparer avec calme et prudence. L'année s'écoula, et le jour de l'envoi des présents arriva. Le charbonnier, malgré son inquiétude persistante, mit un point d'honneur à bien recevoir les messagers du roi. 17 serviteurs royaux firent leur entrée dans la modeste demeure, portant avec eux des coffres remplis d'étoffes précieuses, de bijoux et d'autres offrandes fastueuses destinées à la fiancée du roi. Tassadit observa leur arrivée avec attention, consciente que chaque détail avait son importance. Elle accueillit les envoyés du roi avec une hospitalité irréprochable, affichant une attitude mesurée, ni trop enjouée, ni trop réservée. Son comportement, empreint d'une dignité naturelle, déconcerta quelque peu les serviteurs qui s'étaient attendus à plus de fébrilité ou d'émotion. Mais ce qui les troubla davantage, ce fut son regard acéré, qui semblait lire en eux avec une aisance déconcertante. Car Tassadit, malgré son jeune âge, savait observer. Elle devina aussitôt que les présents n'étaient pas complets. L'avidité de certains serviteurs avait prélevé sa part avant même l'arrivée des cadeaux dans sa maison. Elle n'en montra cependant rien, se gardant de tout reproche ou allusion. Elle savait que la véritable intelligence résidait dans la maîtrise des apparences et la gestion des situations sans heurts inutiles. Après avoir installé les serviteurs dans la maison familiale, elle leur offrit du thé, qu'ils acceptèrent avec un certain malaise. Les émissaires du roi avaient beau vouloir paraître assurés, ils se sentaient sous le regard d'une jeune fille dont la perspicacité les dépassait. L'atmosphère était étrange, comme si la fiancée du roi menait un jeu dont elle seule connaissait les règles. Lorsque la nuit tomba, Tassadit s'affaira à la préparation du dîner. Elle mit tout son soin à confectionner un plat digne d'une telle occasion. Un couscous au poulet fut servi, parfumé et savamment préparé, chaque ingrédient ayant été choisi avec précaution. Mais plus encore que le goût du plat, ce fut la manière dont elle répartit la nourriture qui troubla les invités. Avec une précision qui ne devait rien au hasard, elle découpa le poulet et distribua les morceaux avec un ordre soigneusement réfléchi. À son père, elle offrit la tête et quelques morceaux de poitrine. À sa mère, elle destina le dos, tandis que ses frères se partagèrent le reste de la poitrine. Ses sœurs, elles, ne reçurent que les ailes, et enfin, les serviteurs du roi durent se contenter des pattes. Le geste n'était ni anodin, ni fortuit. Il portait en lui un message subtil, une leçon silencieuse que chacun devait interpréter à sa manière. Les serviteurs échangèrent des regards, se demandant si cet acte avait une signification cachée.
mais aucun d'eux n'osa poser la question. Un malaise diffus s'installa parmi eux. Ils n'avaient pas oublié l'impression étrange que la jeune fille leur avait laissée en les accueillant. Tassadit, impassible, les observa sans rien laisser paraître de ses pensées. Elle savait qu'ils rapporteraient chacun de ses gestes au roi et que tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle disait, serait analysé avec attention. Mais elle n'avait pas peur. Elle jouait une partie qui dépassait la simple alliance entre une jeune fille et un monarque. Lorsque la nuit se termina et que les serviteurs se préparèrent à repartir, ils quittèrent la maison avec un sentiment mitigé. Ils avaient assisté à une soirée parfaitement ordonnée, où tout avait semblé normal. Et pourtant, un étrange pressentiment flottait dans l'air. Comme si Tassadit détenait une sagesse qui échappait à leur compréhension, comme si elle maîtrisait déjà les fils d'un destin qui leur restait obscur. Lorsque les serviteurs du roi se préparèrent à quitter la demeure de la fiancée, celle-ci les salua avec courtoisie et leur fit part de ses respects envers leur maître. Avant de les laisser partir, elle leur confia un message précis à transmettre au souverain. Les mots qu'elle choisit étaient énigmatiques, empreints d'une symbolique subtile. Elle évoqua la perdrix, à qui il manquait du duvet, la mer, à qui il manquait de l'eau, et le ciel dépourvu d'étoiles. Les messagers prirent la route du retour, encore troublés par la nature mystérieuse de ces paroles. Malgré leur perplexité, ils ne posèrent aucune question, se contentant de retenir chaque mot pour le répéter fidèlement au roi. De son côté, le souverain attendait avec impatience leur retour. Dès leur arrivée au palais, il les convoqua sans tarder afin d'entendre le récit détaillé de leur mission. Il voulait savoir comment sa fiancée les avait accueillis, quelles avaient été ses réactions et surtout, ce qu'elle avait dit en réponse au présent envoyé. L'un des serviteurs prit la parole et exposa les faits avec précision. Il décrivit l'attitude de la jeune femme, son hospitalité irréprochable et sa manière de les traiter avec honneur, tout en gardant une certaine réserve. Puis, il leur apporta fidèlement les paroles qu'elle leur avait confiées avant leur départ, insistant sur leur caractère énigmatique. Les serviteurs, encore confus, évoquèrent le mystère de la répartition du repas qu'elle avait servi. Le roi ne mit guère de temps à en percer la signification. Selon lui, la manière dont la nourriture avait été partagée reflétait un profond respect de l'ordre familial et social. En offrant la tête du poulet à son père, la jeune femme lui attribuait symboliquement la place de chef de famille, celui qui dirige et décide. À sa mère, elle avait réservé le dos, colonne vertébrale du foyer, soutenant et maintenant l'équilibre familial. Ses frères avaient reçu la poitrine du poulet, car leur rôle était de protéger la famille, d'être un rempart face aux dangers extérieurs. Ses sœurs, quant à elles, s'étaient vues attribuer les ailes, signe qu'un jour, elles quitteraient la maison paternelle pour fonder leur propre foyer. Enfin, aux serviteurs, elle avait laissé les pattes, faisant allusion au fait qu'ils avaient eux-mêmes parcouru le chemin jusqu'à elle grâce à leurs jambes. Ce raisonnement d'une logique implacable mit les serviteurs mal à l'aise. Ils prenaient conscience que chaque geste de la jeune femme avait été empreint d'une sagesse qu'ils n'avaient pas su percevoir. Mais leur trouble ne faisait que commencer. L'un d'eux, se souvenant des derniers mots de la fiancée, osa enfin évoquer l'étrange message qu'elle leur avait laissé avant leur départ. Il cita les paroles exactes. L'évocation de la perdrix dépourvue de duvet, de la mer à qui il manquait de l'eau et du ciel privé d'étoiles. À l'instant où il entendit ces mots, le roi se redressa brusquement. Son visage auparavant détendu se ferma
et une lueur de colère traversa son regard. Il venait de comprendre que ce message cachait une accusation voilée. Son esprit analysa rapidement la situation et l'évidence lui sauta aux yeux. Les présents qu'il avait envoyés n'étaient pas arrivés intacts. La perdrix symbolisait les étoffes précieuses qui avaient été dérobées. La mer représentait les flacons de parfums subtilisés en chemin. Et les étoiles du ciel faisaient allusion aux bijoux dont certains ornements manquaient à l'appel. Ses serviteurs avaient profité de leur mission pour s'approprier une partie des offrandes, trahissant ainsi la confiance de leur souverain. La fureur du roi éclata. Il ne supportait pas la trahison, encore moins lorsqu'elle provenait de ceux censés exécuter ses ordres avec loyauté. Son regard se posa sur les coupables, et l'atmosphère du palais s'alourdit aussitôt d'une tension insoutenable. Les serviteurs pris de panique tombèrent à genoux, implorant le pardon de leur maître. Ils savaient que la justice royale pouvait être impitoyable, et ils redoutaient le châtiment qui les attendait. Le roi, pourtant, se retint de les punir avec la sévérité qu'il aurait souhaité. Il songea à sa fiancée, à la sagesse dont elle avait fait preuve en signalant la trahison sans éclat ni accusation directe. Elle avait su exprimer son indignation sans violence, sans plainte, laissant au roi le soin de tirer ses propres conclusions. Ne voulant pas entacher cette alliance par un acte de brutalité, il se contenta d'un avertissement. Il leur ordonna de disparaître de sa vue, les menaçant d'un châtiment bien plus sévère s'ils le reprenaient un jour en flagrant délit de vol. Tremblants, les coupables s'éloignèrent sans demander leur reste, soulagés d'avoir échappé à une sanction plus lourde. Mais le roi, lui, resta pensif. Cette jeune femme, qu'il n'avait encore jamais vue, venait de lui prouver qu'elle était dotée d'une intelligence et d'une sagesse dignes d'un grand esprit. Cette affaire ne faisait que renforcer son désir de la rencontrer en personne. Désormais, il n'avait plus aucun doute. Cette fiancée n'était pas une jeune femme ordinaire, et son mariage avec elle promettait d'être une alliance bien plus précieuse que ce qu'il avait imaginé. Les jours s'écoulèrent rapidement, et bientôt vint le moment tant attendu de l'union royale. Le royaume tout entier fut plongé dans une joyeuse effervescence. Les festivités battirent leur plein, et chacun, du plus humble au plus noble, eut droit à une part des réjouissances. Les tables regorgeaient de mets raffinés, et le vin coulait à flots. Poètes et conteurs rivalisèrent de talent pour captiver l'auditoire, tandis que danseurs, musiciens et magiciens enchaînaient spectacles et représentations, rendant hommage à la grandeur de cet événement. Pendant 7 nuits consécutives, la fête se poursuivit, illuminant la cour de 1000 feux et comblant le peuple de spectacles grandioses. Lorsque Tassadit fit son entrée dans le palais, sa beauté et sa prestance suscitèrent l'émerveillement. Drapée dans des étoffes somptueuses, parée de bijoux étincelants et embaumée de senteurs florales, elle avançait avec la grâce légère d'un oiseau rare. Son port altier et son allure délicate contrastaient avec son humble origine, au point que le roi lui-même eut peine à croire qu'elle était la fille d'un simple charbonnier. Subjugué par l'élégance de son épouse, il décida d'élever son père à un rang plus honorable, estimant qu'un homme dont était issue une telle femme méritait de vivre dans plus d'aisance. Dans sa nouvelle demeure, Tassadit devint rapidement l'astre autour duquel gravitait toute la cour. Son esprit vif et sa conversation enchanteresse attiraient à elle les esprits les plus curieux et les âmes les plus admiratives. Sa sagesse fascinait,
et ses paroles résonnaient dans toutes les discussions. Le nom de la nouvelle reine se répandit bientôt au-delà des murs du palais, et il ne se passait pas un jour sans qu'on ne loue son esprit éclairé. Le roi, épris de son épouse, continua néanmoins de cultiver ses propres plaisirs. Fidèle à sa nature enjouée, observait son goût pour les jeux et les divertissements. Parmi ses habitudes, une lui était particulièrement chère. Il ne s'endormait jamais sans avoir disputé une partie d'échecs, un passe-temps où il excellait et qu'il remportait invariablement. Au fil du temps, l'absence de défis finit par l'ennuyer, et la lassitude s'installa. Désireux de renouveler son plaisir, il songea alors à mesurer son talent à celui de son épouse, curieux de voir comment elle se défendrait face à lui. Tassadit pressentit aussitôt le danger de cette proposition. Habituée à observer et à comprendre les humeurs de son mari, elle devina que la moindre victoire de sa part pourrait froisser son orgueil. Loin de se réjouir de cette invitation, elle tenta donc d'y échapper en esquivant poliment la confrontation. Pourtant, cette réticence ne passa pas inaperçue aux yeux du roi. Percevant l'hésitation de sa femme, il en devina la raison et, piqué dans son amour-propre, son humeur changea brusquement. L'idée qu'elle puisse volontairement refuser de jouer par crainte de le surpasser lui parut une offense insupportable. Un nuage d'irritation assombrit son regard, et son ton se fit plus tranchant. Son amour pour Tassadit ne suffisait pas à tempérer sa fierté, et il énonça avec une fermeté indiscutable ce qu'il considérait comme une loi immuable. Jamais l'intelligence de son épouse ne devait surpasser la sienne. Une femme pouvait être sage et avisée, mais l'homme devait toujours être le plus fort. Une transgression à cet ordre des choses ne pourrait être tolérée. Tassadit comprit alors qu'elle n'avait d'autre choix que de feindre l'ignorance et de se plier aux attentes de son époux. Plutôt que de s'opposer à lui et de risquer sa colère, elle adopta une stratégie plus subtile. Lorsque la partie d'échecs débuta, elle joua avec adresse, mais prit soin de ne jamais mener le jeu à son avantage. Elle se laissa défaire avec habileté, donnant au roi l'illusion d'une victoire méritée. L'incident fut ainsi clos, et Tassadit, soucieuse de préserver l'harmonie de son couple, comprit qu'elle devait user de finesse pour naviguer dans les eaux capricieuses de la cour. Dès lors, elle sut masquer la supériorité de son esprit derrière une apparente retenue, laissant croire au roi qu'il restait maître en toutes choses. Elle apprit à tempérer sa vivacité d'esprit, à dissimuler ses véritables pensées et à modérer ses éclats de sagesse pour ne pas heurter l'ego de son mari. Ainsi, sous son apparente soumission, Tassadit préservait un savoir intact, dissimulé sous le voile de la prudence. Elle comprit que la véritable intelligence ne résidait pas seulement dans la capacité à résoudre des énigmes, mais aussi dans l'art de préserver l'équilibre des relations, même lorsque celles-ci étaient fragiles et dictées par l'orgueil. Une nuit, alors que la reine profitait de la fraîcheur du soir sur la terrasse de son palais, elle se laissa enivrer par les senteurs délicates des fleurs qui embaumaient ses jardins. Le murmure du vent caressait doucement les feuillages, et la quiétude du moment aurait pu lui sembler parfaite si un écho lointain n'avait pas troublé sa sérénité. À quelques pas du palais, dans l'obscurité d'une ruelle discrète, deux hommes conversaient d'une voix basse mais distincte. Intriguée, la reine prêta l'oreille. L'un des hommes, visiblement accablé, relatait à son compagnon l'injustice dont il avait été victime depuis son arrivée dans ce pays. Il expliqua qu'après avoir accordé sa confiance à un homme, celui-ci lui avait volé son poulain. Lorsqu'il avait cherché à obtenir justice, le roi, au lieu de l'écouter, l'avait condamné, persuadé par l'escroc que le poulain était en réalité l'enfant de sa mule.
Pour couronner son malheur, il avait même été contraint de verser une amende. Le compagnon de l'homme manifesta aussitôt son indignation face à une telle absurdité. Mais dans l'ombre de la terrasse, la reine, elle, ressentit un trouble bien plus profond. Son cœur se serra face à cette injustice criante, et l'indignation s'éleva en elle comme une vague irrépressible. Cette décision du roi lui parut si grotesque qu'elle ne put rester silencieuse. Bravant les interdits qui lui imposaient de ne pas se mêler aux affaires du royaume, elle s'adressa à l'infortuné. Sa voix douce et assurée se fit entendre dans l'obscurité, résonnant avec une autorité bienveillante. Elle l'encouragea à ne pas perdre espoir et lui assura qu'il existait encore un moyen d'obtenir réparation. Les deux hommes levèrent instinctivement les yeux vers la terrasse, mais la silhouette de la reine restait invisible derrière le voile de la nuit. L'étranger, troublé par cette intervention inattendue, sentit pourtant une lueur d'espoir naître en lui. Il écouta attentivement, absorbant chaque mot avec une confiance instinctive. Guidé par les conseils de la reine, il se rendit de nouveau au palais le lendemain matin et demanda une nouvelle audience au roi. Ce dernier, agacé par cette insistance, accueillit l'homme avec froideur et lui signifia qu'il n'avait que peu de patience pour entendre de nouvelles plaintes. Pourtant, loin de se démonter, l'étranger, suivant le plan qu'on lui avait soufflé, exposa une histoire des plus singulières. Il déclara avoir planté un carré de fèves près de la rivière et, au moment de la récolte, avoir été témoin d'un phénomène inconcevable. Des poissons avaient surgi des flots pour venir dévorer sa culture. Le roi, interloqué par cette déclaration absurde, ne tarda pas à réagir avec un mélange de moquerie et de colère. Une telle chose n'avait jamais été vue, et il n'y croyait pas une seule seconde. Il affirma d'un ton tranchant que si un jour les poissons quittaient leur élément pour se nourrir sur la terre ferme, ce serait le signe annonciateur de la fin du monde. Mais l'étranger, impassible, répliqua alors avec une justesse implacable. Il fit remarquer que si on disait aussi qu'une mule mettait bas un poulain, ce serait également un présage apocalyptique. Un silence pesant tomba dans la salle du trône. L'argument, irréfutable, s'imposa comme une vérité éclatante. Le roi, frappé par l'évidence, comprit soudain l'absurdité de son propre jugement rendu la veille. La justesse du raisonnement de l'homme lui parut indéniable, et il n'eut d'autre choix que de corriger son erreur. Il ordonna immédiatement que justice soit rétablie et que l'injustement condamné récupère son bien. Mais alors que l'affaire semblait réglée, un détail frappa soudainement l'esprit du souverain. La subtilité du raisonnement, la finesse de l'argumentation, l'habileté avec laquelle l'homme avait amené son point. Tout cela lui rappelait étrangement quelqu'un. Une seule personne dans tout le royaume était capable d'une telle ruse intellectuelle. Son regard s'assombrit lorsqu'il comprit que derrière cette réclamation habilement menée se cachait l'influence de son épouse. Il ne doutait pas un instant qu'elle avait guidé l'étranger, désobéissant ainsi à ses ordres les plus stricts. Il savait depuis longtemps que sa femme ne supportait pas l'injustice et qu'elle ne pouvait s'empêcher d'intervenir lorsque le bon sens était bafoué. Mais cette fois, c'était une offense qu'il ne pouvait tolérer. Furieux, il quitta la salle du trône d'un pas rapide et se rendit aux appartements de la reine. Lorsqu'il pénétra dans ses quartiers, son regard était froid et dur. Il exigeait une explication et ne comptait pas tolérer une nouvelle incartade de sa part. Il lui rappela les limites qu'il lui avait imposées,
la mettant face à ses désobéissances. Il n'oublia pas de lui rappeler sa mise en garde passée. Jamais son esprit ne devait surpasser le sien. Jamais son intelligence ne devait lui faire de l'ombre. Et aujourd'hui, elle avait osé transgresser cette règle. Sans attendre de justification, il prononça alors une sentence irrévocable. Il lui ordonna de quitter le palais sur le champ et de ne prendre avec elle que ce qui lui était le plus précieux. La reine, bien que consciente de la gravité de son acte, ne chercha ni à nier ni à protester. Elle savait qu'elle avait défié la volonté du roi et accepta son sort avec dignité. Pourtant, avant d'obéir à cet ordre, elle demanda une dernière faveur. Elle souhaitait que son époux partage avec elle un dernier repas avant son départ, un ultime dîner, simple et sincère, qui leur permettrait de se quitter en paix, sans colère ni rancune. Le roi, encore emporté par la fureur, hésita un instant, mais la douceur avec laquelle elle formula sa requête, son calme imperturbable face à la sentence, éveillèrent en lui une pointe de curiosité. Il consentit donc à honorer cette ultime demande. À la tombée du jour, la reine se mit à l'ouvrage avec soin et minutie. Dans ses appartements, elle fit disposer des bouquets aux parfums suaves, emplissant l'air d'effluves enivrantes de musc et de girofle. Chaque détail fut pensé pour créer une atmosphère enchanteresse. Elle choisit avec soin sa plus somptueuse tenue, drapant son corps de soie précieuse, et laissa couler sur sa peau quelques gouttes d'un parfum rare et exquis. Lorsque le roi pénétra dans la pièce, il fut aussitôt frappé par l'aura qui émanait de son épouse. Jamais encore il ne l'avait vue ainsi, resplendissante, envoûtante, rayonnante d'une sérénité presque irréelle. L'atmosphère tamisée, l'éclat des bougies vacillantes, la douce mélodie du vent effleurant les tentures donnaient à la scène un caractère presque irréel. La reine l'accueillit avec grâce et l'invita à s'installer confortablement. Devant lui, elle présenta des mets délicatement préparés et lui servit des boissons raffinées, choisies parmi les plus enivrantes. La douceur de sa présence, la chaleur de son regard et la subtilité de ses gestes enveloppèrent le souverain dans un cocon de quiétude et de plaisir. Sous l'effet du vin et du charme envoûtant de son épouse, il finit par se laisser totalement aller, sombrant peu à peu dans un état d'ivresse profonde. Lorsque son époux s'abandonna enfin au sommeil, Tassadit s'approcha de lui avec précaution. Elle s'assura qu'il était profondément endormi avant de le hisser, avec une patience infinie, dans une malle qu'elle avait préparée à l'avance. Puis, rassemblant quelques affaires, elle quitta le palais en silence, entraînant son précieux fardeau avec elle. Toute la nuit, elle marcha, traînant derrière elle le poids du destin qu'elle venait de choisir. La route était longue et l'effort lui coûtait, mais elle avançait, portée par la certitude de son choix. Son corps fatigué peinait sous la charge, mais son esprit restait déterminé. Lorsque les premières lueurs de l'aube effleurèrent l'horizon, la reine s'autorisa enfin un moment de répit. Exténuée par cette traversée nocturne, elle s'installa à l'abri d'un arbre et, bercée par la fatigue, s'endormit profondément. Mais le silence fut bientôt rompu par des bruits sourds venant de la malle. À l'intérieur, le roi, pris d'un malaise croissant, commença à s'agiter, frappant contre les parois dans l'espoir d'en être libéré. Les coups résonnèrent dans l'aube paisible, arrachant la reine à son sommeil. Elle se redressa d'un bond et ouvrit la malle. L'air s'engouffra brusquement à l'intérieur, permettant au souverain d'inspirer profondément.
Il cligna des yeux, encore étourdi, et scruta les environs avec incompréhension. Son esprit, embrumé par les restes de son ivresse, cherchait désespérément à saisir ce qui lui arrivait. Le paysage autour de lui était inconnu. Rien ne ressemblait au faste de son palais, aux murs ornés de tapisseries, au jardin soigneusement entretenu. Un étrange sentiment le traversa, un mélange de confusion et d'inquiétude. Lentement, les souvenirs de la veille revinrent à son esprit. Il se remémora le festin, la présence douce et envoûtante de sa femme, le vin qui avait coulé à flots. Et maintenant, cette fuite, cette nuit passée enfermée sans comprendre. Ce qu'il ne tarda pas à saisir, en revanche, fut l'intention qui avait guidé son épouse. Devant lui, Tassadit se tenait droite, calme, le regard rempli de douceur. Devant lui, Tassadit se tenait droite, calme, le regard rempli de douceur. Et il comprit qu'elle avait pris cette décision en toute conscience, sans colère, sans vengeance. L'évidence s'imposa à lui comme un éclat fendant le ciel. La veille, il lui avait demandé de quitter le palais en emportant ce qu'elle avait de plus cher. Ce qu'elle avait de plus cher, c'était lui. Un profond silence s'établit entre eux. Loin du palais et de l'austérité des lois royales, dans cet espace vierge de toute contrainte, il prit pleinement conscience de l'amour indéfectible que lui portait sa femme. Elle aurait pu fuir seule, s'éloigner sans jamais se retourner. Mais au lieu de cela, elle avait fait de lui son seul véritable trésor. Un bouleversement intérieur s'opéra en lui. Pour la première fois, il ressentit le poids de ses propres erreurs, de ses jugements trop sévères, de ses décisions dictées par l'orgueil. La force silencieuse de sa femme lui apparut plus grande encore que tout ce qu'il avait jamais admiré. Dès lors, un changement s'amorça dans son cœur. Il comprit qu'il ne pourrait plus jamais ignorer la sagesse de Tassadit, ni la reléguer à une place inférieure à la sienne. À partir de ce jour, il fit d'elle sa conseillère la plus précieuse, l'écouta avec attention et s'ouvrit à ses conseils. Avec le temps, son règne se transforma. Son autorité, autrefois fondée sur la fierté et la force, trouva un nouvel équilibre dans l'humilité et la justice. Le royaume, sous l'influence bienveillante de la reine, prospéra comme jamais auparavant. Le nom de Tassadit, désormais, résonnait bien au-delà des murs du palais. Et dans ce pays, lorsqu'une fille venait au monde, on murmurait avec espoir et admiration « Que le ciel t'accorde la sagesse de Tassadit ». Et c'est ainsi que s'achève le conte kabyle Tassadit, la fille du charbonnier. C'était la fée du sommeil, accompagnée par Mojoun de la chaîne Les Entretiens Secrets. Je vous souhaite à toutes et à tous une douce nuit. À très bientôt.